Voilà, il faut quand même dire bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être si nombreux à notre nouveau rendez-vous de cette 32e édition du festival Étonnants Voyageurs. Nous étions inquiets hier, nous disions encore, est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils seront au rendez-vous? Est-ce qu'ils ne nous ont pas oubliés? Ben, vous êtes là, merci, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, on enchaîne là avec un thème, c'est pas un thème, nous on ne fait pas des débats à thème ici. Vous allez rire. On met un titre comme ça parce qu'on se dit, tiens, ces livres-là, ouais, on peut mettre futur incertain. Et comme Asaf Hilali est une très bonne élève, eh ben, elle a travaillé sur le thème. Donc, on en parlera. Elle nous dira un mot tout à l'heure de cela. Auparavant, on présente un petit peu nos invités. Je te laisse présenter Chantal. Alors, Chantal, bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Chantal, bonjour, Pascal. Tu es femme de théâtre et même de café-théâtre, puisque tu as commencé une carrière en étant l'une des 3 Jeanne qui étaient restées 7 ans. Inoubliable, 3 Jeanne. Alors, on ne va pas compter le nombre d'années, mais c'était 7 ans à l'affiche parisienne quand même. Tu es autrice de romans, en particulier polars, mais pas que, de nouvelles et de scénarios. Tu es passionnée de gastronomie, on s'en souvient bien à Étonnants Voyageurs, puisque... Voilà, pendant des années, Chantal a animé le chapiteau Saveurs du Monde avec notre ami Olivier Rollinger. Et c'était vraiment chouette. Et les gens qui allaient là-bas, en plus, ils avaient le droit de goûter des petites choses, tandis que pas systématiquement, quand même. Non, quand même. Souvent. C'était le suspense. Y en aura-t-il ou y en aura-t-il pas? C'était pour que les gens restent jusqu'au bout. C'est une technique qu'on essaie d'appliquer ici, mais bon. Toutes les saveurs du monde, ça s'appelait pendant plusieurs années. Et dans tes livres, tu parles aussi de gastronomie très souvent. Parfois. Voilà. Sa collection. On peut, alors ça, je vais y venir, mais il y a Voyage en gourmandise, tiré sur le caviste, de bouche à bouche, nos derniers festins. Bon, on voit l'intérêt de suite, mais il y en a d'autres où on le voit un peu moins. Eros est à l'assaut, Le Chant du Bouc, More is Less, Montmartre, Monde des Martyrs, 5 femmes chinoises. Enfin bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a une bonne trentaine, je crois. Et tu poursuis une série dystopique culinaire. Comme ça qu'on peut... Voilà, regardez la couverture, voilà. Magnifique. C'est culinaire. C'est toi-même qui as posé, bien sûr. Bien sûr. Et moi, j'ai posé pour... non, je ne vais pas le dire. et on ne va pas raconter de suite ce qu'il y a dedans, non ? Peut-être parce que ça va être l'objet de notre... Ou alors on commence directement on présente avec Chantal. Les gens déjà. D'abord les gens, hein, je crois. On présente. Alors, à côté de Chantal Pelletier, je suis heureuse de l'accueillir pour la première fois, je crois, au Festival Étonnants Voyageurs. Éric Fotorino, journaliste, ancien grand reporter au Monde, dont il fut aussi le PDG. Éric Fotorino est aussi auteur. Il a publié de nombreux essais, romans et récits. Votre bibliographie est si importante que je ne vais pas tout citer parce que on va y passer un long moment. Simplement, on peut dire aussi qu'en 2014, vous avez fondé un nouvel hebdomadaire, le 1. Qui est plus tout à fait nouveau parce qu'il fête ses 8 ans et son 400e numéro mercredi prochain. Et c'est ça le dernier numéro? Alors ça c'est le 1 des libraires spécifique pour Saint-Malo, avec un grand entretien avec Jean-Marie Leclésio et puis une feuille spéciale sur aussi. Homère, Ulysse, qu'a réalisé Julien Bisson. Et vous le trouvez en face. En face où? Là. Dans le salon du livre. Le sens de l'orientation, donc quelque part par là. Si on le trouve là, si on le trouve là, c'est dans la mer. Hein. Ah bah peut-être qu'il y en a dans la mer. Les poissons, très lus chez les poissons. Voilà. Vous avez créé aussi America avec François Bunel en 2017, qui se donnait pour objectif de donner plusieurs regards sur les États-Unis durant la présidence de Donald Trump. Zadig en 2019. Chaque numéro évoquant un aspect de la France vu par des journalistes, des écrivains et des intellectuels. Légende en 2020. Formidable numéro Nadal en ce moment. Je dis ça comme ça, j'ai rien dit. Mais quand même. Non, il l'a dit quand même. Hein. Chaque numéro porte exclusivement sur une personnalité du monde, donc Nadal, là, cette fois, et comprend une biographie en images suivie d'articles. Pouvant être des témoignages ou des analyses. Vous avez écrit donc plusieurs livres. Alors, je vous disais, vos centres d'intérêt sont vraiment très, très variés. Vous avez écrit, par exemple, un livre sur Plantu, 50 ans de dessin. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « J'ai vu la fin des paysans ». Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Romain Gary, le visionnaire ». Je ne vais pas tous les citer, donc. Et nous allons parler aujourd'hui des 2 derniers livres sortis.
celui-ci, qui est un roman qui s'intitule Mohican, et puis celui-ci qui s'appelle La pêche du jour et qui est un formidable coup de poing dans la figure. Voilà, on va en reparler dans un instant, mais c'est vraiment ça. Et puis Asa Filali, qui est avec nous, donc, j'ai dit, elle a fait ses devoirs, elle a travaillé donc sur l'idée de futurs incertains. Asa Filali est écrivaine, philosophe, mais aussi médecin, gastro-entérologue. Elle vit et travaille en Tunisie. Elle prête une attention particulière aux questions brûlantes que vit la société en général, la femme tunisienne en particulier. Son premier livre, Le Voyageur immobile, est un essai sur la pratique médicale, mais c'est vers le roman que vous vous tournez ensuite avec Watan, paru chez Elisa, prix Comard d'Or, puis Les Intranquilles, paru aussi chez Elisa en 2014. Vous posez un regard singulier sur la Tunisie avant et après la révolution du jasmin, et vous liez l'intime à la grande histoire. Le Rideau aussi, Le Rideau a été publié en 2019, et là, nous allons parler aujourd'hui de ce livre. Ah, il y a aussi Deux faces et sans chapeau, hein, j'ai pas dit tout. Et là, nous allons parler de ce livre qui s'intitule Bref séjour au paradis et qui est paru aux éditions Nirvana. Voilà, tiens, parlez-nous un petit peu justement donc de ces futurs incertains, ma chère Asa. Donc, je fais mes devoirs ensemble. D'abord, merci de m'inviter. Je suis heureuse d'être parmi vous. Donc, en bonne élève, effectivement, ce que j'ai toujours été. Bon, j'ai un petit peu dépassé tout de même. J'ai fait beaucoup d'efforts pour ne plus l'être. Donc, être bon élève ? Ah oui, absolument. Ah, vous voulez devenir mauvais élève je le suis devenue, de toute manière. D'accord. Bon, donc moi, je me suis dit, on va parler de futurs incertains. Et du coup, ça m'a fait bizarre, parce que ça faisait un peu un pléonasme. Les futurs sont par essence incertains. On n'est jamais sûr de ce qui va arriver tout à l'heure ou demain. Moi qui étais si fière de mon titre. Désolée, mais bon. Et donc, j'ai recentré sur le présent, qui est effectivement tout à fait incertain, comme vous le savez tous, aujourd'hui, et bourré d'incertitudes quant à ce qui va advenir aujourd'hui même. N'allons pas jusqu'à demain. Et j'ai également pensé à l'incertitude dans le métier d'écrivain, dans l'acte d'écrire. Et là, par contre, ça m'a paru intéressant, dans la mesure où justement le romancier, je pense, travaille avec l'incertitude. C'est un peu la pâte glaise, le matériau qu'il triture et avec lequel il va agir, à partir duquel il extrait une intrigue, des personnages, etc. Et effectivement, je pense que tout travail de romancier suppose justement de faire avec l'incertitude, qui est notre lot quotidien, et d'en tirer des scénarios possibles, des futurs possibles, qui justement font d'une certaine manière barrage à cette incertitude. On est en permanence en conflit avec l'incertitude des jours, des événements, des émotions, de soi-même, d'une foule de choses. Et il faut dire que l'époque que nous traversons ne nous aide vraiment pas, parce que les choses se multiplient et vont à une vitesse absolument incroyable, parce que cette rapidité nous désarçonne et nous déstabilise, et parce que forcément la déstabilisation entraîne l'incertitude. Donc voilà. On va demander aux autres s'ils sont d'accord avec vous. Hein ? Vous avez bien écouté ce qu'a dit. Vous êtes de bons élèves ou de mauvais élèves ? J'ai quasiment pris des notes dans ma tête. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, cette question de l'incertitude, elle est, je pense, un moteur, parce que si tout était écrit déjà, ce serait pas drôle. Si on était dans des certitudes absolues, alors il faut avoir quelquefois des réassurances. La réassurance qu'on peut se donner quand on écrit, c'est ce rendez-vous, justement, avec l'écriture, qui n'est jamais effectivement prévu, prévisible, et tant mieux. Moi, je pense que l'incertitude, c'est ce qui permet justement d'avancer. Donc, de mon point de vue, elle est sans doute déstabilisante, mais je crois que quand on écrit, on a envie d'être bousculé. Quelquefois, on l'est un peu trop,
et il faut calmer un peu les choses, mais il n'empêche que c'est, pour ce qui me concerne, je ne tire pas de généralité. Je pense qu'autant d'écrivains, j'allais dire autant de créateurs qui écrivent des romans, de la poésie, du théâtre, ou qui peignent, ou qui écrivent de la musique, je pense que quand on crée, on est toujours, c'est comme si on avait une peau en moins. Il y a une sorte de sensibilité qui se développe à certains moments pour des choses qui ne vont pas toucher les autres en général. Moi, je trouve, vous voyez, quand je regarde mon métier de journaliste et j'allais dire ma passion littéraire, c'est pas tout à fait la même chose. Le journalisme, c'est toujours se colter avec le réel. C'est le réel en permanence et essayer de donner à ce réel une forme intelligible, de le hiérarchiser, de le clarifier pour que justement les uns et les autres comprennent. Pour moi, la littérature, c'est un réel inaperçu. C'est pas un réel du réel, c'est un réel inaperçu, quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas bien senti, et tout d'un coup, il va dégringoler de la plume, et c'est là que quelque chose d'intéressant se passe, parce qu'on est soi-même déconcerté. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de La pêche du jour, mais c'est un texte que j'ai écrit en une nuit, un soir très tard. J'avais pas prévu 10 minutes avant, je savais même pas que j'allais l'écrire. Donc c'est une incertitude qui est allée mobiliser des choses qui probablement étaient en moi depuis longtemps et que je n'avais pas fait surgir. Alors, 2046, c'est là où nous emmène Chantal, avec certitude. Alors non, si c'est ce monde-là qu'on doit avoir en 2046, de toute façon, je ne serai plus là, mais non. Ah non, mais de toute façon, moi j'ai eu envie d'aller dans le futur pour plusieurs raisons. D'abord, peut-être pour fuir le présent, les incertitudes et les certitudes du présent, parce que dans ce monde incertain, il y a quand même beaucoup de certitudes qui sont affirmées. Et puis, j'avais envie d'utiliser la métaphore autour de la nourriture, parce que de toute façon, c'est une métaphore qui parle toujours très bien de toutes les relations humaines, finalement, à la fois de partage, de conflits, de rencontres, de transmission, enfin de plein de choses. Et donc, en se demandant comment nous allons partager et festoyer dans 25 ans, des choses apparaissaient. Et en fait, ce qui a été le moteur de ça, c'est quand il est devenu un petit peu problématique d'inviter des gens à dîner parce qu'on avait peur que la nourriture même soit un conflit, c'est-à-dire non seulement qu'on ne puisse pas manger ce qui était proposé, mais qu'ensuite on ne supporte pas que celui qui est en face de vous à la table mange la même chose que vous, c'est-à-dire une sorte d'intolérance qui gagnait la table. Et si l'intolérance gagne la table, c'est vraiment que c'est pourtant pour moi en tout cas, c'est vraiment le refuge justement du partage et de la rencontre. Alors donc c'était grave. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler là-dessus et que c'était intéressant pour moi de prolonger ce qui était en train de se passer aujourd'hui en essayant de voir ce que ça pouvait devenir dans 25 ans à peu près. Ce qui m'amusait aussi, c'est que je plaçais là des personnages qui étaient, disons, en gros de ma génération et qui abordaient les presque 100 ans, donc dans 25 ans. Et du coup, qu'est-ce que devenaient ces gens ? Parce que bon, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée, pas seulement la gastronomie, mais qu'est-ce qu'on fait de cette conquête du temps qui a été effectuée pour l'essentiel au XXe siècle, c'est-à-dire... On pensait que ce serait la conquête de l'espace et en fait ça a été vraiment la conquête du temps parce que je crois qu'on a gagné une trentaine d'années d'espérance de vie en un siècle. Et donc qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné ? Est-ce que c'est vraiment un temps gagné ? Est-ce qu'on a pris le temps de s'arrêter sur cette question ? Et donc moi évidemment j'y réponds d'une façon... vraiment en fiction, c'est-à-dire donc j'ai imaginé qu'un couple de femmes avait recueilli un grand-père dans un premier temps, mais comme il était quand même assez difficile à gérer parce que c'était une personnalité un petit peu intenable. Elles avaient regroupé trois vieux en additionnant leurs 3 retraites. Elles pouvaient payer une senior sitter qui s'occupait d'eux. Et donc, voilà. Et l'idée d'aller chercher des idées sur un certain nombre de choses qu'on peut imaginer à partir de ce qui se passe aujourd'hui, c'était une façon de fuir le présent et en même temps, c'était une façon de le retrouver parce que finalement,
finalement, en 2019 a été publié Nos derniers festins, où j'imaginais un permis de table à points qui était connecté à la carte de sécurité sociale, c'est-à-dire que quand on avait du cholestérol ou de la glycémie, etc., on ne pouvait pas manger tout ce qu'on voulait, et donc il fallait montrer patte blanche au restaurant pour avoir le droit de manger telle chose. Et finalement, alors après, on m'a dit, mais enfin, tu avais déjà imaginé le pass sanitaire et tout ça, ça n'avait absolument rien à voir. C'était simplement l'idée de parler d'une société à partir du moment où on utilise cette métaphore de la nourriture. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était comment une société de contrôle peut se mettre en place. Tout est contrôlé dans ce livre. Hein. Alors, et dans Sens interdit, donc c'est vrai que, alors donc on a un permis de table. Donc si on perd ses points, alors attendez, c'est pas, ça paraît drôle comme ça, mais ce ne l'est pas du tout, parce que si vous perdez tous vos points, vous perdez vos droits à la sécurité sociale. Et donc un des personnages principaux du livre a perdu sa compagne parce que c'était une fumeuse. Alors donc c'est pas un permis de table, mais elle a quand même perdu les points de ça, parce que si on fume, on a le droit de fumer, mais on n'a pas le droit de coûter aux autres par le biais de la sécurité sociale. Donc on n'est pas soigné, et elle est morte d'une péritonite à la porte de l'hôpital. Donc en fait c'est à la fois ça paraît à la fois anecdotique, mais à la fois c'est quand même assez grave. Et alors évidemment après, si on perd ses points, il y a des stages de récupération de points. Donc comment on apprend à manger correctement, comment on apprend à penser à la planète, à sa santé quand on mange, etc. Donc c'était toute une chose qui s'est développée comme ça. Et à la fois, on dit toujours qu'il y a un thème apparent et un thème qui est sous-jacent, Sens interdit, parce que ce qui m'intéressait aussi d'explorer, c'était la diminution et même la perte peu à peu de la sensorialité, c'est-à-dire on se touche de moins en moins, on regarde de moins en moins parce qu'on a la vue qui est captée par des écrans et non pas par des panoramas. Enfin, on ne renifle plus les choses parce qu'on a trop peur de respirer les miasmes des autres, etc. Et je dis ça bien avant le Covid. Hein. C'est pas le Covid a exagéré un certain nombre de choses, mais c'était déjà extrêmement présent. Donc Sens interdit, évidemment, c'est tout le côté société de contrôle, c'est-à-dire on est empêché de faire des choses parce qu'on est contrôlé sur tout, mais ça veut dire aussi surtout cette perte des 5 sens qui a de moins en moins d'importance et qui fait qu'au lieu d'être des êtres sensibles, sensuels, on est de plus en plus des êtres d'émotion et de réflexion, et que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc c'est ça que j'ai voulu un petit peu explorer. Alors tu as déjà dit beaucoup de choses, pas tout, mais pas mal. Réagir peut-être à quelque chose que vous avez dit d'ailleurs, c'est que effectivement on est en train d'assister à l'exagération, au paroxysme de ce que Deleuze avait appelé la société de contrôle. On est contrôlé de partout maintenant, et votre livre est d'une certaine manière prémonitoire. J'espère qu'un jour, nous n'aurons pas un permis à point pour manger ou ne pas manger, mais ça peut tout à fait arriver. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient plus s'embrasser, qui ne pouvaient plus se toucher, des gens qui se parlaient à distance. Tout cela est certainement justifié par le Covid, disons que c'est justifié, mais cela a quand même beaucoup affecté les relations entre les êtres. Et je ne pense pas que ça va disparaître comme ça tout d'un coup, partir en fumée. Je pense qu'il va rester des résidus dans les relations entre les gens à partir de ces choses-là. De toute façon, la dématérialisation du monde et de tout ce qui nous entoure était déjà arrivée bien avant, et elle est en marche depuis déjà plusieurs décennies. Et effectivement, il y a eu une accélération, mais c'était déjà bien présent. Société du contrôle et de l'autocontrôle aussi, du coup. Et alors, par exemple, pour essayer de retrouver le goût des sens, il y a des repas qui s'organisent aussi en tête-à-tête, mais via écran interposé, des repas gastronomiques. Oui, c'est des télérepas. C'est des télérepas, oui. Donc évidemment, la personne qui le goûte, il met du soin.
et arrive à partager ce que l'autre goûte, mais en fait, c'est un faux partage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, évidemment, j'essaye que toutes les relations passent par l'alimentaire, on imagine les relations par Tinder ou par des sites de rencontres aujourd'hui, mais là, c'est autour d'un repas. Donc, chaque personne propose un plat, et c'est une façon de se définir, selon le plat qu'on propose, c'est-à-dire déjà la façon dont on mange, est-ce qu'on est vegan, est-ce qu'on match ou pas, voilà, bon, etc. Et d'autre part, de faire quelque chose qui est très beau, qui est très séduisant. On imagine même qu'il y a un transfert d'odeur par l'intermédiaire d'un appareil qui reconstitue l'odeur en fonction de ce qu'il voit sur l'écran, etc. Et donc on est dans cette séduction par la nourriture. Mais en même temps, c'est quelque chose qui existe, évidemment. Quand vous invitez des gens à dîner, vous êtes dans une entreprise de séduction. Vous ne pensez d'ailleurs que ce qui se passe autour de la table et pas du tout ce que vous avez vous dans votre assiette. Vous regardez ce qu'il est content et lui, j'ai oublié, lui il mange pas de fromage, c'est vrai, bon, etc. Donc on est enfin moi je trouve que le télérepas, je le visualisais très bien sans effort, ça me paraissait être demain matin, quoi. C'est une bonne invention, le télérepas dans un roman. Alors il faut pas oublier que c'est un roman, c'est un polar quand même. C'est quelqu'un qui est. Il y a des policiers, il y a des policiers alimentaires. Oui, c'est des contrôleurs alimentaires. Il y a des attentats alimentaires. Oui. Ah non, mais il y a des trouvailles à chaque page. Et c'est quelqu'un qui est gavé à mort, alors qu'il y a des problèmes alimentaires, justement. Il y a des manques, il y a des denrées qui manquent, et il y a des pénuries alimentaires. Oui. Ouais. Enfin, bon, et c'était puis il y a avant. l'histoire de ces trois vieux aussi, qui est très, très belle et très émouvante. Bah, dis donc, t'en as bien parlé de ton livre, on n'a même pas de questions à poser. Merci, je sais pas pourquoi on l'a lu. Merci. Bon, tu vas aller jusqu'à quand comme ça? Là, on est en 2045 et tu vas aller jusqu'où même? Pas de projet, le futur est trop incertain. Voilà, maintenant tu fais très attention. Alors, on enchaîne comme tu veux, vas-y Pascal. Peut-être avec Asa. Oui. Alors, j'ai déjà présenté Asa, je ne sais plus ce que je fais moi. Oh là là, ça va mal. Hein. Depuis longtemps. Alors, nous sommes donc, bref séjour au paradis, voilà. Nous faisons la connaissance du personnage, d'un personnage, un homme qui a un petit peu tout lâché. Il vivait dans un endroit, un hôtel particulier. Il avait un magasin de fabrication de lunettes, etc., etc. Et puis il va décider de lâcher tout ça et puis de venir habiter dans un immeuble pour lequel il a un coup de cœur. Et dans lequel il va s'installer, et ça donne le titre au livre, puisque ça se trouve dans la rue Paradis. Dans la rue Paradis. Et alors qu'est-ce qu'on dit? C'est pas un roman policier, mais c'est un peu un roman policier parce qu'il y a quand même un crime, un meurtre. Et vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment frappée, c'est le personnage. Alors c'est vrai que moi je l'avais pas perçu comme ça, mais le personnage, la jeune femme qui va être assassinée, pour vous, c'est... Bon, alors ce personnage, ce monsieur, qui est en fait le personnage principal du roman, est donc un homme d'une 50aine d'années qui a décidé de renoncer à sa vie antérieure. Il a quitté sa femme, quitté son métier parce qu'il en avait un peu marre, quitté sa maison devenue trop grande pour lui parce que les enfants sont partis, comme il se doit. Et donc il a décidé d'emménager dans un petit appartement au centre de Tunis, un vieil immeuble de style italianisant qui lui a paru plein de charme. Et voilà que quelques semaines après son installation, sa jeune voisine de palier meurt subitement, de manière très inattendue, et le médecin, absolument flegmatique, dit crise cardiaque. Lui n'en croit rien et se met à enquêter. Et tout le livre consiste justement en cette enquête. Bon, effectivement, tout à l'heure, je vous avais confié que cette jeune femme qui était morte et sur laquelle on enquêtait n'était autre, pour moi en tout cas, que mon pays, la Tunisie. Et que quelque part, cet homme qui cherchait les raisons de ce meurtre, de cette mort trop rapide, trop cruelle, incohérente, inadéquate par rapport à la jeune femme, finit par découvrir que, en fait, il y a eu aussi avant tout cela un séisme planétaire
Et là, quelque part, j'ai pensé, je l'avoue, au Covid, séisme qui a balayé quasiment tous les pays et fait des millions de morts. Et donc, après le séisme, il y a eu un réseau mondial, disons, de personnages très puissants qui ont décidé de nettoyer la planète. Donc, je suis à fond dans la thèse complotiste. Et donc, en définitive, à la fin du roman, on s'aperçoit que cette mort, donc totalement inexpliquée, n'était autre que une esquisse, d'une certaine manière, d'un vaste programme d'extermination de ce qu'on pourrait appeler les inutiles de la Terre, ou les damnés de la Terre, ou les gens qui ne servent à rien, les gens qui ne sont pas civilisés, etc. Donc voilà, mais sinon, en apparence, c'est un roman policier, tout à fait dans les règles. Sauf que ce n'est pas un policier qui enquête, mais c'est un... Sauf que c'est un homme ordinaire, lunetier de son état, qui décide d'enquêter, voilà. Et dans cet immeuble, on va découvrir un certain nombre de personnages qui ont tous des attitudes un petit peu bizarres, équivoques, un petit peu anormales, un petit peu, parce qu'il suffit de regarder les gens, vous savez, et mon personnage avait le temps de regarder pour découvrir souvent dans leur manière d'être, de bouger, de s'asseoir, de parler, des choses assez curieuses, en apparence banale, mais en définitive assez anormale, assez limite, si vous voulez, borderline. Et nous sommes tous, à mon sens, quelque part borderline. Il suffit d'avoir les bonnes lunettes. Je pense que les miennes me permettent de voir ça. Mais nous sommes tous affublés de petites anomalies, parfois invisibles à un regard pressé, mais souvent évidentes pour celui qui s'attarde un peu, qui fait un peu attention. Alors cet homme qui enquête, finalement, il va, avec cette enquête, entre guillemets, faire des découvertes sur sa propre vie, sur son propre jeu. Oui, parce que je suis convaincue que toute quête, parce que ce n'est plus une enquête, l'enquête en milieu de parcours devient une quête, et quelque part, c'est son histoire à lui qui le rattrape et qui lui demande des comptes, c'est-à-dire son passé, son enfance, sa relation à son père qui n'a jamais été réglée, les raisons pour lesquelles il a quitté sa femme. Son peu de tendresse pour son fils, je trouve. Un peu de tendresse pour un fils qui vit loin et donc qui n'est pas vraiment d'un grand... d'un grand apport sur le plan affectif. Donc beaucoup de solitude, comme nous tous la traversons, beaucoup de solitude affrontée avec courage, parfois avec tristesse, souvent avec gaieté. Donc une vie tout à fait, si je puis dire, anodine. Rien ne prédisposait cet homme à devenir à se projeter dans une espèce de psychanalyse ou d'auto-interrogation qu'il n'avait pas envisagé au départ. Voilà. Alors dites-moi, il y a quand même des personnages un peu étranges dans ce livre, hein. Je pense par exemple à Fred, le nain, dont il va faire connaissance et avec qui il va devenir ami, entre guillemets, parce que il y a des hauts et des bas. Et là, j'ai découvert ce truc avec stupéfaction. Le narrateur donc raconte qu'au fil des jours, la peau de ses orteils commence à se dessécher. Ah non, c'est ça. D'abord, il a des problèmes de pied. Il va voir son ami Fretch, qui lui dit qu'il va régler cette question. C'est ça. Qu'il faut qu'il achète des chaussures beaucoup plus grandes que celles qu'il porte habituellement, parce que... dites-nous un peu ce qu'il lui a donné, ce qu'il lui a prescrit. Alors, et qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Voilà. Sans aller dans cette histoire précisément, j'avoue que dans quasiment tous mes romans, j'insère ou j'introduis le corps par un détail qui peut être, par exemple, dans un précédent roman, le fait que le personnage féminin avait des pieds très grand par rapport à sa taille. Le fait que dans un autre livre qui s'appelle Les Intranquilles, les personnages parlaient avec leur peau. Il y avait des anomalies au niveau de la peau qui apparaissaient avant même qu'ils ne parlent, qu'ils n'expriment, qu'ils ne verbalisent un malaise ou une joie, etc. Donc, quelque part, le corps n'est jamais loin dans mes histoires et il faut toujours que j'ai une espèce d'attache
qui me permet de me référer au corps. C'est sans doute parce que je suis médecin, peut-être, mais c'est aussi pour rendre palpable le personnage, pour l'humaniser, pour lui rendre une espèce de réalité un peu attendrissante, un peu poignante, pour qu'il soit proche de moi. Voilà. Et donc là, dans cette histoire, effectivement, le personnage principal a des orteils, je crois, qui sont trop grands par rapport à ses pieds. Et le nain lui trouve un onguent, une mixture destinée à rapetisser ses orteils, ce qui évidemment ne marche pas, mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais c'est assez quand même. Au fil des jours, la peau de mes orteils commence à se dessécher comme si les rides me flétrissaient les doigts de pied. Ceci se ratatine, pareil à 2 saucisses trop cuites. Je cours chez le nain. Cette mixture que tu m'as refilée est infâme. Mes orteils ressemblent à 2 boudins séchés pendus à mes pieds. Et ainsi de suite. Voilà, il y a des choses comme ça assez surprenantes dans le livre. Et on découvre aussi au fil du temps que ce lunetier, qui a l'air d'être un homme assez paisible et tout ça, il n'a pas été toujours très, très clair non plus dans sa manière de mener ses affaires, par exemple. Il trichait lui aussi. Mais écoutez, il suffit que vous alliez un peu à l'intérieur de quelqu'un pour toujours trouver des choses qui ne sont pas tout à fait claires. La pénombre des relations sociales, le fait qu'on soit « alors bonjour, comment ça va ?» et ainsi de suite. Bon, ça permet d'être tranquille. Mais quand on avance à l'intérieur d'un individu, d'un être, on découvre souvent des choses qui ne sont pas tout à fait réglo, si je puis dire. Et donc là, c'est une enquête, mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, un individu qui se reprend, qui se rappelle de lui-même, et dans lequel chez lequel il y a une espèce de plongée intérieure qui fait que, bon, effectivement, on découvre en lui des choses qui n'étaient pas du tout prévisibles chez un homme ordinaire, citoyen en apparence honnête et bien rangé. Voilà, et vous parlez bien sûr de la corruption de la justice, etc. dans ce livre donc, qui s'intitule « Bref séjour au paradis » et qui est paru aux éditions Nirvana. Voilà. Alors, on va enchaîner avec le livre d'Éric Fotorino. Alors, il y en a deux. Moi, j'ai lu les deux, mais moi, je parlerai du roman tout à l'heure. On va peut-être... C'est-à-dire, avec la pêche du jour, on va peut-être y rester un petit moment, bien que le livre soit vraiment très court, parce que c'est vraiment un petit récit de 60 pages, mais très rude, présenté comme un conte noir. Je ne sais pas si on peut dire conte d'ailleurs, parce que c'est assez morbide, irréel, et en même temps, en fait, ça nous renvoie tellement à une réalité qu'on connaît tous. Ça a d'abord été publié dans la revue 1, puis mise en voix au théâtre, en particulier Jean-Michel Ribes, qui l'a mise en voix au théâtre Jacques Weber, à Jacques Paris. Weber qui l'a joué. Ah oui, ben voilà. Et j'imagine assez ça, effectivement, mise en voie, parce que c'est un dialogue de 2 personnes sur un bateau. L'un est pêcheur et fait commerce des corps sans vie des réfugiés, que certains achètent pour... C'est un peu mystérieux, s'en nourrir, comme une sorte de mets raffiné, pour autre chose qu'on ignore, on ne saura pas tout. La personne qui l'interroge, c'est peut-être un client, mais pas forcément, c'est peut-être aussi un journaliste, mais il interroge avec finalement une sorte de naturel, presque de naïveté sur sa pratique, sur ses techniques, sur les différentes variétés de sa pêche, quels sont les morceaux de choix, les origines les plus recherchées. C'est tellement anodin que c'en est horrible. Et évidemment, Éric Fotorino, on a envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous a pris de raconter ça comme ça? Un coup de colère, ça ressemble à un coup de colère. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sorti vraiment d'un seul coup, mais... Oui, alors c'est vrai que je me souviens d'une phrase de Gide qui dit « On sait ce qu'on a écrit, on ne sait pas tout ce qu'on a écrit ». Et l'expérience que j'ai vécue en début d'année, lorsque Jean-Michel Ribes l'a mis en voix avec Jacques Weber et Lola Blanchard au Théâtre du Rond-Point, quand j'assistais le soir aux représentations, je ressentais directement la violence. Oui. Et j'avais dit à Jean-Michel Ribes, mais si ça se trouve, tout le monde va partir au bout de 5 minutes. Et en fait, les gens sont restés, sont venus très nombreux pendant 3 mois. Et d'ailleurs, ces représentations ont permis de financer plusieurs journées de sauvetage en mer de SOS Méditerranée. Donc ça a été pour les gens qui venaient écouter ce texte, ils avaient le sentiment, face à l'impuissance que dégage ce texte, le sentiment d'impuissance, de pouvoir faire quelque chose. Alors, pourquoi ce texte est venu? C'est assez compliqué. On parlait d'incertitude tout à l'heure. Mais disons, je vais vous dire factuellement comment les choses se sont passées. C'était un soir très tard du mois de juin dernier.
J'allais dormir, il était déjà plus de minuit. Et il y a 3 mots qui ont percuté comme ça mon esprit. 3 mots que je n'ai pas compris en réalité, qui me disaient « le yéménite plus fin que la bonite ». Le yéménite plus fin que la bonite. Et je vous mets au défi d'avoir 3 mots comme ça dans votre tête et d'aller vous coucher après. Donc je ne suis pas allé me coucher, j'ai rallumé, j'étais fatigué. Mais je suis retourné dans mon bureau, j'ai rallumé la lumière, j'ai rallumé mon ordinateur, je me suis mis devant l'écran blanc. Et ce texte a cavalé, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça veut dire qu'il était écrit quelque part. Mais disons qu'il a cavalé sous cette forme-là, c'est-à-dire d'un dialogue, où on ne sait pas si c'est du cynisme, si c'est du second degré. On ne sait pas qui est le bien, qui est le mal. Et d'une certaine manière, chacun est à la fois et l'un et l'autre. Et d'ailleurs, ça a été une leçon pour moi quand Jacques Weber m'a demandé, lorsqu'il a lu, on a fait 4 lectures avant de se lancer, au début janvier, il m'a dit, est-ce que tu peux me donner ton texte annoté avec dans la marge, quel est l'état d'esprit de chaque personnage quand il dit ce qu'il dit. Par exemple, à un moment donné, le pêcheur dit, il y a des mots qui puent, vous ne trouvez pas ? Et à force de ne pas s'en servir, alors, il dit, je vais vous en dire quelques-uns, solidarité, chaleur, accueil. Et puis il dit, ça pue, non, vous ne trouvez pas ? Et la cliente dit, non, je ne trouve pas. En fait, ce texte, c'est vraiment essayer de se demander si est-ce qu'on est encore humain, en fait, tout simplement. Parce que la Méditerranée est devenue un mouroir depuis maintenant 2015 et même avant, mais en tout cas depuis 2015, la guerre en Syrie, plus de 20 000 personnes se sont noyées en Méditerranée. Et donc elle est un mouroir, mais elle est aussi le miroir de nos lâchetés. On a créé des termes incroyables, par exemple délit de solidarité. Donc moi je n'avais jamais imaginé qu'en face du mot solidarité on pouvait mettre le mot délit, mais ceux qui ont été les solidaires de Briançon, qui ont recueilli des jeunes hommes, de jeunes femmes qui arrivaient par moins 17 degrés en jean avec des godasses trouées et des t-shirts, étaient condamnés parce qu'ils leur avaient donné un accueil. Toute l'idéologie d'extrême droite sur l'appel d'air qui a été reprise par nos gouvernements successifs de droite et de gauche, ça a été, ah oui, il ne faut pas leur donner des douches, il ne faut pas leur donner à manger, autrement il y aura un appel d'air, comme si toute la migration du monde allait se retrouver à Calais. Je pense, si vous voulez, pour vous répondre, que depuis qu'on a créé le 1, en 2014, on a dû consacrer à peu près une douzaine de numéros aux migrants. Je me souviens d'avoir publié un texte de Laurent Godet, qu'il était allé à Calais et à Grande-Sainte, ça s'appelait Sigil à France. C'était un texte incroyablement fort. J'ai publié un texte de Marguerite Yourcenar, Lesbos 1953, et quand vous lisez ce texte sur les migrants, où elle dit « les riches n'ont pas de frontières, les pauvres sont arrêtés tout de suite. Les riches ont le monde à eux, les pauvres n'ont que des frontières. » J'ai eu l'impression que ce texte, comme toujours les grands textes d'actualité, les grands textes, ils sont toujours d'actualité. Donc je pense, si vous voulez, pour répondre à votre question, que cette pêche du jour est née d'une sorte de colère accumulée que j'ai essayé d'expulser par des tribunes, des opinions, des reportages, tout ce qu'on peut, avec les armes du journalisme et de la littérature, faire sortir. Et finalement, ça a donné ce texte. Mais ce texte dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé et qui vous donne vraiment un coup de poing à l'estomac. Oui, alors bien, le but, je ne sais pas quel était le but. Moi, alors, pour vous dire l'histoire de ce texte, je ne l'ai pas publié en France d'abord. Il est d'abord paru en Italie, il a été dit par des comédiens à Turin. Maintenant, il est en train d'être traduit dans de nombreux pays de langue espagnole, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Et alors, ma traductrice irlandaise, lorsqu'elle a traduit ce texte, m'a appelé un jour, elle m'a dit « Eric, est-ce que tu as déjà lu Jonathan Swift ?» Je dis non, je ne connais pas, enfin je sais qui est Swift, mais non. Elle me dit, il y a une nouvelle de Swift, elle date de 1720 et quelques, qui s'appelle Modeste proposition. Et elle est irlandaise, donc ça parle des enfants de Dublin de pauvres. Et en fait, Swift écrit un texte où il dit, les familles pauvres de Dublin, qui ont tant d'enfants, ne peuvent pas s'en sortir. Alors il y a une solution, c'est ça, sa modeste proposition. Il faut nourrir un petit peu ces enfants, ces bébés, les engraisser, et ensuite les riches vont les acheter et les manger, et c'est une chair très appréciée. Et moi, je ne connaissais pas ce texte, mais il est complètement en écho, sans que je le sache, la pêche du jour est en écho. Donc on passe par une monstruosité
pour aller effectivement dénoncer une situation d'indifférence dont nous sommes d'une certaine manière tous responsables à partir du moment où, au nom de l'Europe, on a créé une Europe du non-accueil, qui fait qu'on meurt en Méditerranée, qu'on meurt... Alors, depuis que ce texte est paru, je suis allé par exemple à Saint-Jean-de-Luz il y a 15 jours parce qu'une libraire qui organisait des rencontres littéraires m'a dit « Mais vous savez, dans la Bidassoa, on a les migrants dans la Bidassoa qui se noient d'une rive à l'autre du Pays Basque. Ils ont traversé le désert, ils ont traversé la Méditerranée ou les Pyrénées, et ils se noient dans la Bidassoa. » Pendant les représentations de la pêche du jour, une journaliste chilienne est venue me voir, parce que le texte va être aussi traduit dans la presse chilienne. Elle m'a dit « Mais vous savez, la Méditerranée, c'est comme chez nous. » Alors, je lui ai dit « Mais comment ça, comme chez vous ?» Elle me dit « Oui, dans le désert d'Atacama. Le désert d'Atacama, pour les Vénézuéliens qui fuient chaque année le Venezuela, qui passe par la Colombie, par le Pérou, et qui traverse ce désert. Elle me dit, si vous remplacez les noyés par les brûlés, si vous remplacez les barbelés par les fossés qui creusent, vous aurez exactement la situation de la Méditerranée. Le pêcheur, c'est notre miroir, en fait. Oui, mais je pense que son client aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les deux, parce que le pêcheur... Il dit à un moment donné, quand vous tuez, c'est avec mes mains. Voilà. Quand vous tuez, c'est avec mes mains. Autrement dit, le spectacle que nous voyons, c'est nous qui vous évitons de le voir. Et donc, si vous voulez, on va jusqu'au bout. Il va même presque jusqu'à dire qu'il nous rend service, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mer qui fait le boulot. Aujourd'hui, on a créé une société cannibale. Je pense que ce qui se passe en Méditerranée est un génocide, mais un génocide que nous laissons s'accomplir. Et alors, ce qui a été très intéressant, enfin, je ne sais pas si le mot intéressant est le bon, mais qui a été frappant pour moi et pour les comédiens quand ils ont joué La pêche du jour, quand ils l'ont lu. Il y a eu, le premier mois, c'était avant la guerre en Ukraine. Et le deuxième mois de représentation, c'était pendant la guerre en Ukraine. Et pendant la guerre en Ukraine, nous avons eu un phénomène auquel on a tous assisté, d'Ukrainiens bienvenus, et heureusement bienvenus, blancs, chrétiens. On leur a tout ouvert à Calais. La SNCF leur a donné les trains, ils ont eu les auberges de jeunesse, tout eu gratuit, et tant mieux. Mais les Afghans, les Érythréens, les Soudanais qui étaient là, et tous les 15 jours, vous avez les forces de police, de gendarmerie qui mettaient en l'air leurs tentes au cutter, qui balançaient leurs affaires. Ils ont vu ces Ukrainiens arriver. Donc on a inventé le racisme humanitaire. Donc si vous voulez, d'une certaine manière, La pêche du jour, j'ai enlevé toute référence à toute actualité. Vous voyez, pour moi, c'est un texte dont je voudrais qu'il puisse être lu même dans 50 ans et qu'on se dise il se passait ça, sans l'attacher à un fait précis. C'est plus qu'est-ce que c'est que notre humanité ou notre inhumanité. C'est bien si on peut conjuguer au passé. C'est-à-dire si on pourra effectivement dans 50 ans dire qu'il se passait ça. Espérons-le. Oui, mais vous avez raison de dire ça parce que je pense que ce que je décris là et la situation des migrants, c'est la pointe avancée de l'avenir. Alors on parlait d'incertitude. Je pense qu'une de mes certitudes, c'est probablement que cette question migratoire, pour des raisons politiques, géopolitiques, climatiques, on n'est qu'au début. Vous rejoignez complètement Patrick Chamoiseau qui disait donc à la table ronde inaugurale ce matin, il disait exactement ça, et on faisait référence à un livre dont on vous parlera aussi ici qui s'intitule « Refusons l'inhumain ». Et ça rejoint complètement ce que vous dites, Éric Fotorino. Vous vouliez poser une question Oui, une petite question. Vous avez écrit ce livre dans la nuit, le soir, à partir de 3 mots qui vous sont venus. Si les 3 mots étaient venus le lendemain matin, après que vous ayez pris votre café, l'esprit clair, tout à fait vigilant, absolument rationnel, auriez-vous écrit pareil ? Je sens le médecin qui fait son diagnostic. Absolument pas. Absolument pas. Non, c'est une très bonne question parce que moi je dis souvent, il y a les mots de la nuit. Bulgakov disait « Je n'écris que la nuit quand l'âme brûle ». Voilà, je pense que l'âme brûlait. Oui. Alors juste quand même, j'aimerais bien qu'on dise un petit mot, si vous le voulez, si vous en aviez envie, de Mohican, votre roman qui est paru donc avant ce texte-là, et qui nous entraîne là dans le monde rural, auquel vous semblez beaucoup vous intéresser aussi. Oui, alors effectivement, là, on est ailleurs, mais en même temps, ces 2 livres ont un écho, parce que
Mohican, c'est le livre de l'enracinement, alors que La pêche du jour, c'est vraiment le récit du déracinement. Donc je pense qu'un être humain a besoin de racines pour pouvoir justement grandir et s'accomplir. Et lorsqu'il se coupe, on lui coupe ses racines sans qu'il le veuille, et il est perdu, on le voit bien. Donc Mohican, effectivement, c'est le monde agricole. Alors quand j'étais jeune journaliste au Monde, les premières années de mon travail, ça a été de suivre les questions agricoles. Voilà, j'avais écrit des essais à l'époque, La France en friche, L'homme de terre. Je n'avais jamais abordé cette question par le roman. Et il se trouve qu'en 2015, on est dans une terre de vélo ici. Je suis même arrivé un jour à vélo à Saint-Malo dans un Tour de France. Quand j'ai commenté le Tour de France pour la télévision en 2015. Et donc j'ai vu la France du mois de juillet en hélicoptère, en moto, en voiture, avec ces champs bigarrés, avec cette nature incroyable qui exulte, avec ces cascades, ces rivières, ces champs découpés, ces animaux, etc. Et j'ai revu ce que j'avais vu 30 ans plus tôt, quand je parcourais les campagnes en France, mais aussi mes lectures, par exemple, de Fernand Braudel sur l'identité de la France, qui disait à quel point la France est un pays rural et agricole. Tous les pays ne sont pas ça. L'Allemagne est un pays beaucoup plus industriel, les Pays-Bas, c'est un pays de commerçants, etc. La France a une nature, j'allais dire, agricole et rurale. Et donc j'ai voulu, dans une nature très sauvage qui est le Jura, essayer, à travers 3 générations de paysans, de raconter ce qu'a été ce piège incroyable dans lequel est tombée l'agriculture depuis un demi-siècle, mais plus d'un demi-siècle, depuis, on va dire, depuis la Libération, avec l'arrivée le plan Marshall, les petits grilles, les tracteurs et la chimie qui sont arrivés pour développer des productions très intensives. Et comment ces générations de paysans qui ont cru à cette modernité, finalement, l'ont payé très cher. Et on le voit aujourd'hui avec tous les dégâts que créent les pesticides, les fongicides, etc. Et puis une nouvelle agriculture qui essaie d'émerger avec des pratiques beaucoup plus respectueuses de l'environnement, de cette alchimie entre la terre et le ciel. Et le point de cristallisation de ce roman, c'est le moment où le père, qui va mourir probablement d'une leucémie liée à tout ce qu'il a pu épandre sur ces terres, qui était un amateur du progrès, qui avait envie d'être un agriculteur voilà. moderne, etc. Donc il est tombé dans tous les pièges. Oui, même s'il ne se présentait pas comme des pièges. C'était cette révolution silencieuse qu'ont orchestré 2 hommes très importants en France, qui s'appelaient Edgar Pisani et Michel de Baptiste dans les années 60. Eh bien, il va mourir et à son fils, il veut céder une exploitation qui soit plus rentable, en tout cas moins fragilisée, et donc il va accepter une sorte de pacte diabolique que 3 mâts d'éoliennes soient plantés sur son exploitation. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un chantier d'éoliennes sur une exploitation agricole. C'est un chantier de guerre, en fait. C'est un chantier de guerre. Les chemins deviennent des routes. On arrase les haies, on crée des lieux de stockage. On va enfoncer quand même 900 tonnes de béton liquide dans chaque pied d'éolienne, etc., etc. Et donc, à travers ça, j'essaie de montrer comment une exploitation agricole, au nom du progrès de la modernité, tourne le dos, là encore, à une forme d'équilibre et donc d'humanité. Pourtant, le fils, lui, il est beaucoup plus conscient de tous les dégâts qui ont été faits au nom du progrès dans les années. Il est contre la chimie, il essaye, lui, de faire de l'agriculture plus raisonnée, etc. Oui. Il est complètement stupéfait. Alors, vous citez, par exemple, des manifestations où on va accrocher des panneaux je ne sais pas si c'est à la maison ou oui, devant chez lui. Agriculteur. Le père, un matin, il se réveille et il y a écrit agriculteur avec le U en rouge. Et le fils, effectivement, il est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et d'ailleurs, il y a un conflit, c'est le conflit de génération que raconte Mohican. Par exemple, le père, à un moment donné, va voir les champs dont s'occupe le fils et il l'engueule, lui dit « Mais tes champs sont sales. Pourquoi sont-ils sales ?» Il lui dit « Parce qu'il ne les a pas labourés, donc il y a des repousses, il y a des plantes adjuvantes. » Et donc, en fait, le fils lui dit « Mais il faut laisser la terre se reposer, il ne faut pas la labourer. » Et le père, il a toujours labouré. Et donc, il lui dit « Mais est-ce que je me repose, moi ?» Donc, c'est 2 générations qui ne peuvent pas toujours se comprendre. Le père est persuadé, en plus, que c'est l'agriculteur qui a créé le travail, en quelque sorte. Ah oui, c'est ça. Il voit, par exemple, on lui demande d'entretenir les chemins de randonnée, de grande randonnée, avec les gens avec des sacs à dos. Il dit que lui, il n'a pas le temps de faire ça. Lui, il travaille, il produit. En fait, ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que pour toute une génération d'agriculteurs,
agriculteurs, il y avait l'idée que l'identité était un tonnage. Je produis, donc je suis. Je produis tant de quintaux à l'hectare, donc j'existe. Alors que son père, le grand-père, Léonce, lui, avait un savoir très empirique. Oui. Par exemple, il disait qu'il ne plantait jamais de blé tant que les feuilles des chênes n'avaient pas atteint la taille d'une oreille d'écureuil, par exemple. Mais ça, c'est des savoirs qui se transmettent, qui sont très poétiques, mais en même temps qui correspondent. C'est l'héritage du temps zéro qu'ont voulu les révolutionnaires. Vous vous souvenez, quand ils ont dit on va enlever le calendrier, le temps de la monarchie n'a plus existé, on va créer un temps zéro. Et il y aura, c'est Mona Ozouf qui raconte ça très bien, Prairial, Germinal, Messidor, tous ces noms qui sont attachés aux travaux de la terre, aux travaux des champs, etc. C'est un très très beau roman, ça s'intitule Mohican. Juste une dernière question. Alors, quand on lit ce livre, on vous dit... Mais vous êtes contre les éoliennes ? Oui, souvent. Alors, j'ai fait à peu près, je ne sais pas, 35 ou 40 voyages depuis septembre dans toute la France, et en particulier, bien sûr, dans le Jura, où j'ai été invité plusieurs fois à Dole, à Poligny, à Lons-le-Saunier. Et j'étais toujours précédé de manifestations anti-éoliennes. Parce que là-bas, il y a évidemment beaucoup de paysages magnifiques, et pareil en Bourgogne, et l'arrivée des éoliennes sur certaines crêtes défigure les paysages. Mais si vous voulez, la question n'est pas de savoir si c'est beau ou si c'est pas beau, c'est de savoir si ça a du sens ou si c'est une aberration économique et écologique. Donc moi, je ne suis ni pour ni contre. Là, c'est un roman, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que des éoliennes au bord d'une autoroute où la nature a déjà été tellement domestiquée, c'est pas tellement gênant. Des éoliennes dans des écosystèmes très fragiles, j'ai un exemple à donner, c'est que du côté de Poligny, qui est la capitale du comté, il y a une congrégation religieuse depuis le XVIIe siècle avec la source de Sainte-Colette, qu'on appelle une source miraculeuse. Eh bien, cette source a été tarie il y a 2 ans, c'est arrêté de couler du jour au lendemain. Et ils ont cherché pourquoi. Et en fait, c'est que la compagnie d'éoliennes qui avait construit un parc d'éoliennes avait tellement bétonné que la terre avec schisteuse, avec tous ces petits canaux, ça s'était écrasé. Et donc, la source est perdue. Ils ont donné 3 000 € aux bonnes sœurs pour qu'en gros, elles ne disent pas grand-chose, elles ne portent pas plainte. Mais au-delà de ça, ça montre bien que aujourd'hui, ces champs d'éoliennes... il n'y a plus de responsable. C'est un produit spéculatif. Je vous mets au défi de dire à qui appartient une éolienne aujourd'hui. Il y a quelquefois des éoliennes municipales ou de communautés de communes, très bien. Mais la plupart, elles appartiennent maintenant à des fonds de pension irlandais, tchèques, portugais, espagnols, etc. Parce que ça a changé de main au fur et à mesure, parce que personne ne veut garder le mistigris pour que dans 20 ans, il faudra démanteler, enlever le béton, enfin, faire ce qu'on ne pourra pas faire, évidemment. Voilà, je crois qu'on vous a présenté 3 livres formidables. 4 livres, 4. Alors, je voulais juste quand même vous dire un mot, puisque nous devions aussi être 4, nous devions recevoir 4 auteurs sur ce plateau. Gabriel Filto-Chiba, qui a écrit un très beau livre, qui vient du Québec, qui serait venu du Québec, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Sauvagine, qui fait partie d'ailleurs de la sélection du prix Ouest France Étonnant Voyageur. Et je crois que les jeunes aimaient beaucoup ce livre, mais enfin bon, ils se réunissent que demain. Donc, mais elle n'a pas pu sortir de chez elle parce qu'elle n'était pas vaccinée, elle n'a pas obtenu de visa. Voilà la raison de son absence. Merci à tous les 4 d'être venus. Je rappelle les titres. Éric Fotorino, Mohican, donc paru aux éditions Gallimard. Et puis La pêche du jour aux éditions Philippe Ray. Voilà. Le livre d'Aza Filali, avec une très jolie couverture, Bref séjour au paradis, paru aux éditions Nirvana. Et puis le livre de Chantal Pelletier, dans la collection Série Noire chez Gallimard, Sens interdit. Merci de votre attention. Merci à vous 3. On se retrouve tout à l'heure, dans un petit quart d'heure, avec Louis-Philippe d'Alembert, l'écrivain haïtien, Conor O'Callaghan, et puis Tiffany Tavernier, pour 3 livres très très intéressants, parus chez Sabine Vespizer. L'éditrice fête ses 20 ans d'existence.